Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce 9e et dernier jour de cette riche semaine de la sensibilité. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ce premier live de midi avec Sophie Koubi. Bonjour Sophie. Bonjour Alban, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là avec nous. Alors Sophie, vous allez nous parler de la haute sensibilité, une clé pour découvrir son mode d'emploi. Vous avez d'ailleurs écrit un livre autour de cette notion de mode d'emploi de haute sensibilité. Alors voilà, on a hâte de vous entendre Sophie. Moi aussi, je suis ravie, vraiment ravie d'être là pour cette semaine un peu particulière. Merci, et d'ailleurs j'en profite pour remercier toute l'équipe de l'Observatoire d'avoir organisé cette superbe semaine de conférences autour de ce sujet qui nous passionne tant et qui nous rassemble tous. Donc merci Alban, et merci à tous d'être là aujourd'hui et là en replay par la suite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de la sensibilité pour ce dernier jour de conférence. Cette conférence aurait dû se passer en live, mais suite à une coupure d'électricité, le live a été interrompu et j'en suis navrée. Du coup, j'ai enregistré cette conférence pour vous la transmettre aujourd'hui. Je profite d'ailleurs de ce moment pour remercier toute l'équipe de l'Observatoire de la sensibilité d'avoir organisé cette superbe semaine de conférences et de podcasts autour de ce sujet qui est l'hypersensibilité, qui nous rassemble toutes et tous et nous passionne. Pour me présenter rapidement, je suis Sophie, peut-être que vous me connaissez sous le nom de Sophie Dubonheur-en-Bar. J'étais graphiste illustratrice et je me suis reconvertie il y a plus de 4 ans dans le coaching et l'accompagnement individuel. Aujourd'hui, j'accompagne des hypersensibles hommes et femmes, adultes, ados et enfants à comprendre leur propre mode d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, comprendre son mode d'emploi ? Ça veut dire déjà découvrir sa propre sensibilité, décoder ses émotions, répondre à nos besoins, comprendre ce qu'on veut et savoir le communiquer, prendre confiance en soi, trouver et prendre notre place aussi bien professionnellement que personnellement et s'épanouir dans nos relations. Pour moi, le coaching, c'est vraiment comprendre son mode d'emploi et au-delà de le comprendre, savoir l'utiliser dans la vraie vie. Donc, je transmets ça via des accompagnements individuels, des formations, des livres, des articles de blog sur le blog dubonheurenbar.com et via des épisodes de podcast, du podcast Les Sensibles que j'ai créé en mai 2022. Je travaille avec différents outils dont je vais vous parler pendant la conférence, à savoir le coaching, la PNL, l'ikigai, le MN-test et l'aromathérapie. Et j'exerce sur Annecy et en visioconférence, bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous partager comment l'hypersensibilité a été pour moi une véritable clé d'entrée pour comprendre mon mode d'emploi et aussi vous proposer de découvrir le vôtre. Pour le découvrir, je vous invite à télécharger le carnet d'exercices que vous pouvez télécharger via l'URL dubonheurenbar.com/assemble ton puzzle. Vous laissez simplement votre mail et votre prénom et vous le recevrez après la conférence. Donc, comme la conférence est enregistrée, vous le recevrez tout de suite. Vous pouvez aussi scanner le QR code pour vous inscrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Instagram sur le compte du Bonheur en Bar ou par mail à sophie@dubonheurenbar.com ou sinon dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Du coup, pour vous expliquer un peu le thème de la journée qui était le mode d'emploi, on va le travailler en 3 temps. D'abord, je vais vous expliquer comment repérer les différents signaux que vos sens vous envoient, que vos émotions vous transmettent et que votre corps vous transmet également. Ensuite, on verra comment se préserver à la fois de l'empathie, de votre empathie très forte en tant qu'hypersensible, à la fois des pensées peut-être très foisonnantes que vous ressentez et savoir comment repérer les déclencheurs émotionnels.
Et dans un troisième temps, nous verrons comment composer votre propre mode d'emploi avec la méthode Nourrir ses tigres, dont je vous expliquerai les tenants et les aboutissants à ce moment-là, en trouvant le job qui vous correspond et également en trouvant votre propre rythme. Pour ma part, je n'ai pas toujours su que j'étais hypersensible. C'est plutôt à l'adolescence et une fois adulte où je me suis rendu compte que j'entendais toujours les phrases du type « tu te poses trop de questions, tu réfléchis trop, t'es trop sensible, tu prends les choses trop à cœur, t'es trop susceptible » ou avec toi tout prend toujours trop d'ampleur ou tu attends trop des autres. En fait, j'étais toujours trop ou pas assez selon quel point de vue on se situait. Et au début, vraiment, je comprenais pas pourquoi on me disait que j'étais trop ou pas assez. Moi, je partais du postulat que que je fonctionnais de la même manière que tout le monde. Sauf que petit à petit, j'ai bien vu que j'étais différente, que je me sentais en décalage dans différentes situations. Déjà dans ma famille, je me sentais vraiment à part. J'avais l'impression un peu qu'il y avait mon père, ma mère, ma sœur, et puis moi, à côté comme ça. Je m'intéressais pas du tout au même sujet qu'eux. Je pleurais beaucoup. Je pleurais d'ailleurs, je pense, plus que eux trois réunis. Je me rendais compte aussi que dès petite, j'aimais beaucoup écouter les grandes personnes parler. Ça m'intéressait. Ça m'intéressait quand ils parlaient de leurs relations. Ça m'intéressait quand ils parlaient d'amour. J'avais toujours envie de comprendre comment ils fonctionnaient. Autre moment où je me suis sentie en décalage, c'est quand, par exemple, quand j'étais encore salariée et que mon patron me faisait une réflexion, qu'il y avait quelque chose qui allait pas trop bien, pour moi dans mon job. Je me rendais compte que ça pouvait déjà me déstabiliser, mais pendant des heures, des jours, des semaines, ou parfois même c'était tellement trop fort pour moi que je me mettais à pleurer. Très délicat pour moi de me mettre à pleurer devant mon patron ou devant mes collègues, mais il n'empêche que ça m'est arrivé. Quand mes amis aussi me disent quelque chose, je peux effectivement très mal le prendre ou alors me cogiter dessus, mais pendant des années, je dirais. Mes histoires d'amour aussi ont toujours été d'une importance très cruciale pour moi. Alors les ruptures, je vous en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, mais c'est les choses les plus difficiles à vivre pour moi. Et je me suis rendu compte que j'étais différente parce qu'en fait, j'adore réfléchir, comprendre, analyser, ressentir tout le temps le besoin de me retrouver au calme, un peu de faire le tri comme ça dans mon cerveau. C'est vraiment des exemples parmi des milliards d'autres que je vous transmets. Mais voilà comment ça s'est passé un peu pour moi. Je sais que ça s'est passé probablement de manière complètement différente pour d'autres hypersensibles. Mais ce que je me rends compte, c'est que souvent le constat est le même. On se dit qu'en fait, on ne fonctionne pas comme les autres, qu'on est vraiment le problème et que c'est à nous de faire en sorte d'être comme les autres. Et pour ça, on va déployer des moyens comme l'adaptation, la suradaptation, le fait de dire oui à beaucoup de choses, en fait, d'essayer un peu d'être vraiment comme les autres, d'apprendre et je vais employer ici volontairement le mot gérer ses émotions pour ne pas les montrer, pour les minimiser, pour être comme les autres, pour être aimé, pour se sentir justement plus en décalage. Sauf que même en faisant tout ça, on n'arrive pas à être entre guillemets comme les autres parce que notre sensibilité, elle est forte et on ne peut pas se travestir constamment. Et le jour où même en faisant tout ça et bien plus encore, ma mère me dit au détour d'une conversation l'air de rien, mais enfin ma chérie, on le sait que tu es hypersensible, j'ai tiqué sur ce mot. À ce moment-là, pour moi, l'hypersensibilité, c'était juste de se poser trop de questions, de pleurer beaucoup, d'être différente, mais sans trop savoir pourquoi. Donc là, j'ai envie de vous demander, pour vous, c'est quoi l'hypersensibilité ? Et vous pouvez répondre à cette question. Donc dans la première page du carnet que vous pouvez télécharger, je remets le slide sur l'URL du bonheur en barre / assemble ton puzzle. Voilà. On va commencer. Donc, je me suis renseignée pour savoir ce qu'était l'hypersensibilité. Je me suis formée et je me suis vraiment prise de passion pour ce sujet. Et comme je vous disais, pour ma part, découvrir mon hypersensibilité, ça a vraiment été le premier point d'entrée
me permettant de me comprendre, de m'accepter et de trouver mon rythme, un peu comme la première pièce d'un puzzle. Pour vous résumer l'hypersensibilité en 5 points clés, c'est vraiment un ou plusieurs sens très réceptifs. C'est des émotions fortes, intenses et plus longues que celles des personnes non hypersensibles. C'est une grande empathie. C'est des pensées envahissantes et foisonnantes et c'est une forte intuition. Et l'idée de la conférence du jour, c'est de voir comment faire avec tout ça et surtout de découvrir votre sensibilité et votre mode d'emploi à vous, parce qu'il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensibles. Si je peux commencer à rentrer dans le vif du sujet en vous disant que vous n'êtes pas le problème, mais par contre que vous avez toutes les solutions en vous. Et c'est ce que je vais vous proposer de voir en 3 étapes aujourd'hui. D'abord, on va commencer à repérer les différents signaux. Et on va commencer par les signaux sensoriels. Vos sens réceptionnent beaucoup plus d'informations que ceux d'une personne non hypersensible. En tant qu'hypersensible, vous avez un ou plusieurs sens qui vont être plus réceptifs. Et en fait, donc ils vont capter plus d'informations que ceux d'une personne non hypersensible et toutes ces informations vont être transmises à votre cerveau. Votre cerveau, en fait, il va être un peu comme bombardé d'infos parce qu'il doit traiter toutes les infos une à une. En fait, le cerveau d'une personne non hypersensible, comme ses sens ne captent moins d'infos, ils agissent comme un filtre qui va transmettre au cerveau que les informations, entre guillemets, utiles et importantes. Vous, en tant qu'hypersensible, votre cerveau reçoit tout. Il n'y a pas de filtre. Donc, il doit vraiment tout traiter manuellement. Donc, vous devez interpréter, analyser, recouper toutes les informations. Et c'est pour ça qu'on dit que vous pensez trop. Je vous passe bien évidemment toutes les explications scientifiques. Je préfère le faire de manière imagée. C'est beaucoup plus parlant et plus simple à comprendre. Pour la plupart d'entre vous, cette hypersensorialité, elle est inconsciente. Elle fait partie intégrante de votre système de fonctionnement. Et Maurice Barthélémy, dans son livre, il utilise la métaphore un peu d'une parabole qui est constamment présente au-dessus de votre tête et qui amplifie un ou plusieurs de vos sens. C'est vraiment cela. Donc l'idée, si vous voulez bien, c'est d'identifier quels sont déjà pour vous le ou les sens qui vont être les plus réceptifs et de voir dans quel contexte ils sont le plus souvent saturés. Et ensuite, vous pourrez imaginer et mettre en place des solutions pour préserver ces sens. Par exemple, pour vous donner des situations, personnellement, mon téléphone est toujours en silencieux, mais pas en vibreur, en silencieux. Comme ça, je n'entends pas constamment le vibreur toute la journée. Je sais que moi, au bout d'un moment, en fait, j'ai fait l'expérience en vacances où je l'avais vraiment mis en silencieux et en mode un peu ne pas déranger, et j'ai trouvé ça très agréable. Parce qu'en fait, quand j'ai besoin de voir mon téléphone, je le prends, je vois les notifs, etc. Mais sinon, je ne suis pas dérangée. Bien entendu, je le remets en sonnerie ou en vibreur quand j'attends des appels importants. Pour vous donner d'autres exemples où j'ai choisi de mettre en place certaines choses pour préserver un peu mes sens. Par exemple, le soir, j'aime beaucoup lire ou regarder un film, mais du coup, je ne vais pas le faire dans la pièce où je suis actuellement. Je ne vais pas le faire dans le salon cuisine, salle à manger, mais plutôt dans ma chambre parce qu'il y a moins d'informations dans mon champ visuel et c'est pour moi beaucoup plus agréable. Pareil, je déteste cuisiner dans une cuisine où il y a plein de choses sur le plan de travail. C'est trop pour moi. Quand je sors, je mets très souvent mes lunettes de soleil pour ne pas être gênée par la lumière qui est pour moi trop forte. Donc voilà, c'est vraiment des petites choses que vous pouvez mettre en place et qui vous permettent de préserver quotidiennement vos sens. On va s'intéresser maintenant aux émotions. Parce que, comme je le disais, en tant qu'hypersensible, vous avez des émotions fortes. On a tendance à redouter certaines émotions. Sauf qu'en réalité, je tiens vraiment à le préciser, mais toutes les émotions sont utiles. Vos émotions ont la même utilité que les voyants lumineux sur le tableau de bord d'un avion, par exemple. Si le pilote n'a pas de voyant,
il ne sera pas informé d'une défaillance technique, il ne sera pas informé d'une panne moteur ou d'un manque d'essence. Personnellement, je monte pas dans je monte pas dans un avion si le pilote n'a pas les voyants lumineux. C'est pareil pour les émotions. Si vous ne ressentez pas d'émotion, comment vous pouvez savoir si vous êtes en danger, si vous êtes bien dans telle ou telle situation ou si vous êtes bien avec telle ou telle personne? Les émotions, elles sont simplement messagères. Donc, il n'y a pas des émotions plus positives que d'autres, il n'y a pas d'émotions positives, négatives. Il y a juste peut-être effectivement des émotions agréables ou désagréables, mais même les désagréables, elles sont là pour nous donner une information précise sur ce qui se passe en nous. Donc, décoder leurs émotions est vraiment essentiel. Donc, chaque émotion a un rôle bien précis. La tristesse, par exemple, elle vous permet d'accepter une perte, quelle qu'elle soit. Que ce soit la perte de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un sentiment. Par exemple, vous pouvez perdre confiance en quelqu'un. Et ça peut vous rendre triste. En fait, la tristesse, c'est vraiment ce processus de cicatrisation. Et on dit très souvent pour les ruptures, mais tu vas passer par la phase de déni, de colère, de peur, d'acceptation, etc., etc. C'est vrai, sauf que ça ne se passe pas que pour les ruptures. Ça se passe aussi pour les deuils, ça se passe aussi pour toutes les pertes, quelles qu'elles soient. Et le processus prendra plus ou moins de temps selon l'ampleur de la perte, entre guillemets, l'ampleur et l'importance de la perte. Ensuite, on a la colère. La colère, elle nous signale quelque chose qui ne nous convient pas. Elle nous signale quelque chose pour lequel on ne se sent pas respecté, quelque chose comme de l'injustice. Et elle nous indique un besoin de poser nos limites ou de nous faire respecter ou de faire justice, entre guillemets. Ensuite, on a la peur qui nous indique un danger, qui soit réel, il y a un ours devant vous, ou fictif, peut-être la peur de ne pas réussir, par exemple, la peur d'échouer. Et le besoin derrière ça, c'est de se sécuriser. Donc, si c'est un ours, ça sera peut-être de prendre la fuite, de vous cacher. Et si c'est la peur d'échouer, ce sera peut-être d'identifier toutes les actions que vous pouvez faire pour être quasi sûr d'y arriver. Ensuite, on va avoir le dégoût. Le dégoût, c'est une émotion qui vous permet vraiment de rejeter ce qui est pas bon pour vous. Ça vous indique vraiment un besoin d'autre chose. La surprise, c'est un peu une émotion latente, je dirais, qui vous permet de faire face à une situation imprévue et qui va déclencher une autre émotion derrière ça. Donc, c'est vraiment une émotion un peu temporaire. Et ensuite, on a la joie qui vous permet de partager votre enthousiasme. C'est une émotion où on est vraiment tourné vers les autres et on a envie d'être dans le partage et d'être dans le lien, en fait. C'est une émotion, effectivement, qui est très agréable. On le sait, on adore la joie. Hop, la suite. Toutes les émotions, en fait, il y a comme une jauge, parce qu'au départ, une émotion, elle n'est pas forcément tout de suite au plus vif d'elle-même. Les émotions accumulées vont faire en sorte que vous allez un peu être dans la zone rouge, ici violette. Mais si vous prenez l'émotion et que vous répondez assez rapidement, voire instantanément au besoin, l'émotion ne va pas grandir crescendo. Et pour comprendre encore plus votre émotion, votre corps vous envoie des signaux. Donc quand vous ressentez une émotion, vous n'avez pas simplement une réaction sur le plan psychologique. Votre corps, comme je vous disais, déploie des signaux d'alerte qui peuvent être très intenses, tels que de la transpiration, des rougeurs, les mains moites, peut-être des palpitations, le cœur serré, des larmes qui vont monter. Donc très généralement, les émotions et les signaux corporels vont augmenter en intensité et donc augmenter sur cette image de la jauge si elles sont pas entendues ou si on répond pas aux besoins. Donc justement, nos émotions pointent des besoins précis.
Et toute la difficulté va être d'identifier et de nourrir ce besoin. Quand j'emploie le mot besoin, je fais référence à tout ce qui est essentiel à votre organisme, aussi bien pour votre bien-être physique que psychologique. Les besoins physiologiques sont tous les besoins liés à notre survie, comme respirer, se nourrir, s'hydrater, éliminer, dormir. Et quand un ou plusieurs de ces besoins ne sont pas nourris, l'organisme va le ressentir et son fonctionnement ne sera plus optimal. Les besoins sont les mêmes pour tous les êtres humains. En revanche, il va vraiment appartenir à chacun de trouver son rythme idéal en termes que ce soit de sommeil, d'alimentation, etc. Ensuite, on a des besoins personnels ou émotionnels qui ne mettent pas en jeu la survie de l'individu, mais qui agiront plutôt sur sa vitalité, son moral, son énergie. Et ces besoins peuvent varier d'une personne à l'autre, être plus ou moins forts aussi selon différentes périodes de sa vie. Le schéma de l'ananas que vous voyez sur le slide, il est inspiré de la pyramide de Maslow, qui a identifié 5 besoins fondamentaux, les besoins physiologiques que nous avons vus précédemment, les besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Et Maslow part vraiment du principe que les besoins s'inscrivent un peu dans une hiérarchie de bas en haut et que lorsqu'un groupe de besoins est satisfait, l'autre va progressivement prendre sa place selon l'ordre hiérarchique, justement. Par exemple, je vais prendre l'exemple des jeunes parents. On peut dire que leurs besoins de sécurité, ils ont un appartement, ils se sentent bien, ils sont en train de construire leur famille, donc le besoin d'appartenance est nourri. Ils se sentent vraiment accomplis dans ce rôle de parents, mais peut-être que leurs besoins en termes de sommeil ne sont plus du tout nourris de par l'arrivée du bébé. Et du coup, en fait, ce qui va être prioritaire pour eux à ce moment-là, ça va vraiment être de renourrir ces besoins-là instantanément ou très rapidement. J'ai choisi l'ananas pour sa jolie forme déployée parce que j'estime que lorsque la majorité de nos besoins sont satisfaits, c'est vraiment le moment où on rayonne et on est épanoui. Pour vous expliquer un peu les différents besoins, donc les besoins physiologiques, on a vu, c'est les besoins qui sont liés à notre survie. Ensuite, on a les besoins de sécurité qui vont être directement liés au fait de se sentir protégé, aussi bien physiquement que moralement. Donc ça peut être la sécurité d'avoir un abri, une maison, un appartement, un chez-soi. La sécurité d'avoir des revenus et des ressources financières et matérielles. La sécurité physique aussi, contre la violence ou les agressions. La sécurité morale, la sécurité psychologique. La sécurité médico-sociale, le fait d'être en bonne santé. Et la sécurité familiale et affective. On peut parler de stabilité aussi. Les besoins d'appartenance, ça va plutôt être... en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on est vraiment des êtres sociaux. Et on a besoin d'aimer, d'être aimé, de faire partie d'un ou plusieurs groupes, que ce soit appartenir à un groupe familial, amical, collègue ou en lien avec des activités qui nous passionnent. Les besoins d'estime sont liés au fait qu'on a justement ce besoin de se sentir estimé, respecté, que ce soit par nos proches, par nos groupes d'appartenance ou par nous-mêmes aussi. Et ensuite, on a les besoins d'accomplissement de soi, qui sont le fait de se réaliser, de s'épanouir, d'exploiter son potentiel. Et là, c'est vraiment chaque individu qui exprimera et satisfera ses besoins à sa propre manière. Pour certains, ça va impliquer peut-être de créer leur entreprise, de voyager. Pour d'autres, d'en apprendre toujours plus, de fonder une famille. C'est vraiment à titre personnel. Donc, vous l'aurez compris, satisfaire ces besoins est nécessaire pour le bon fonctionnement de votre organisme, aussi bien psychique qu'émotionnel. Et naturellement, vous avez déjà mis en place des stratégies ou des automatismes pour satisfaire vos besoins, comme par exemple manger quand vous avez faim, parler à un proche quand vous en avez besoin, rentrer chez vous quand vous avez envie d'être tranquille, etc. Mais simplement, parfois, ça ne fonctionne pas aussi facilement.
et on peut avoir du mal à identifier certains besoins, voire même à culpabiliser de prendre soin de nous et de répondre à nos besoins, plutôt que de satisfaire les besoins des autres. Et c'est le lot de nombreux hypersensibles, malheureusement. C'est plus simple pour nous, je vais me mettre dans le lot, de répondre aux besoins des autres que de répondre à ses propres besoins. Et pour ça, j'aime beaucoup prendre l'image du masque à oxygène qu'on met dans l'avion. On nous indique toujours de le mettre sur nous avant de le mettre sur les autres pour pouvoir ensuite aider plus de personnes si nous sommes en sécurité. Donc c'est pareil pour les besoins. Au cours de mes accompagnements, j'ai identifié une douzaine de besoins qui revenaient vraiment de manière récurrente chez les personnes hypersensibles. Donc, il y a le besoin d'avoir des relations profondes et sincères, de se sentir en confiance, le besoin d'affection et d'amour. L'amour est souvent très important pour de nombreux hypersensibles. Le besoin aussi de pouvoir exprimer ce qu'on ressent en toute transparence, en toute bienveillance, et d'être compris par soi-même, par les autres, et de comprendre aussi les autres en retour. Le besoin de sens aussi revient très fréquemment chez les hypersensibles, et faire quelque chose qui n'a pas de sens pour eux est très difficile et très énergivore. J'ai noté aussi le besoin de se détendre, de s'apaiser, qui est un besoin pas toujours nourri chez les personnes hypersensibles parce que le système parasympathique de leur cerveau a plus de mal parfois à s'activer. Le besoin de bien dormir parce que le fait d'avoir constamment des sens très réceptifs et d'être bombardé d'informations est épuisant. Donc le besoin de dormir est important, d'avoir un endroit pour se ressourcer. Le besoin aussi de créer. C'est pas forcément juste prendre un crayon et dessiner. Créer, c'est plein de choses, faire preuve de créativité, que ce soit professionnellement, personnellement ou même en organisant les choses avec ses amis, c'est important. Le besoin d'être stimulé, d'apprendre et de réfléchir est aussi important chez les personnes hypersensibles. Dans son livre « Je pense trop », Christelle Petit-Colin prend l'image de donner à notre cerveau du bon grain à moudre. Parce qu'on va le voir d'ici très peu de temps, notre cerveau a beaucoup de pensées. Et si on lui donne pas des pensées stimulantes, il va ressasser un peu les pensées qui parfois ont beaucoup moins d'importance et beaucoup moins de sens. Donc c'est important de donner, d'apprendre en fait pour certains hypersensibles souvent. Le besoin d'honnêteté, de vérité, vraiment est important, et le besoin de justice et d'égalité pour les hypersensibles est très important aussi. Maintenant, on va voir comment vous pouvez vous préserver. Déjà, dans un premier temps, vous préservez de votre empathie. Parce que oui, les hypersensibles ont une très grande empathie, en plus de leur sens très développé et de leurs émotions très fortes. Ce qui veut dire qu'ils sont en fait capables de percevoir ce que les autres pensent et éprouvent. Et en tant qu'hypersensible, vous ressentez tellement les choses qu'il vous est parfois difficile de savoir ce qui vous appartient à vous de ce qui appartient aux autres. On prend très souvent l'image de l'éponge pour parler de l'empathie des hypersensibles. En fait, en tant qu'hypersensible, vous avez déjà vos propres émotions, qui, comme on l'a vu, sont fortes. Et vous êtes capable d'absorber et de ressentir ce que les autres ressentent. Du coup, vous êtes doublement chargé en émotions. Et c'est là où, comme une éponge, à un moment donné, il va falloir s'essorer pour un peu vous vider, vous décharger de toutes ces émotions. Alors déjà, pour absorber le moins possible, vous pouvez pratiquer la visualisation. La visualisation, c'est une pratique qui est très courante avec la PNL, et c'est simplement d'imaginer qu'autour de vous, vous avez soit une bulle protectrice, soit une combinaison de sécurité, soit, moi j'aime bien l'image d'un scaphandre où en fait, je vois, j'entends, je suis présente, mais ça ne m'atteint pas. Ça ne rentre pas dans ma bulle de protection, dans ma zone d'intimité. Ça, déjà, vous pouvez le faire quand vous êtes en compagnie d'autres personnes et que vous sentez qu'il y a des sujets qui peuvent vraiment vous toucher. Un autre exercice que vous pouvez faire très régulièrement,
c'est de lister tout ce qu'il y a dans votre tête. Donc là, ça peut être, je ne sais pas, si on est dans le professionnel, comme on a pris tout à l'heure, la peur d'échouer, le fait de vous poser peut-être des questions sur telle ou telle amitié, sur telle ou telle relation. Et une fois que vous avez listé tout ce qui vous trotte dans la tête, de vous dire, ok, qui autour de moi a aussi ces problématiques ou ces questionnements-là. Et là, peut-être que vous allez vous rendre compte que tel ou tel ami a aussi ces questionnements-là et qu'elle vous en a parlé dans la semaine, que tel collègue a aussi ça. Et ça va être le moment de vous demander qu'est-ce qui vous appartient vraiment à vous et qu'est-ce qui est de l'ordre de vos questionnements, de qu'est-ce qui est de l'ordre des leurs. Personnellement, des fois, à la fin de la semaine, quand je fais un peu le bilan, je note tout et je me dis, ah oui, mais ça, il y a tel et tel client qui m'en ont parlé. Ça, c'est une amie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai accumulé tout ça et j'ai fait mienne des problématiques qui, à la base, n'étaient pas miennes. Donc, l'idée, c'est un peu de rendre à César ce qui appartient à César et de garder en vous que ce qui est vraiment de l'ordre de vos émotions et de vos situations à vous. Donc, voilà pour la partie empathie. Ensuite, on va aller voir au niveau de vos pensées. En tant qu'hypersensible, vous avez peut-être l'impression que votre cerveau semble ne vraiment pas connaître la notion de pause. Personnellement, je cherche très souvent le bouton off parce que je sais que les hypersensibles, on pense constamment à 1000 choses en même temps et que chaque pensée va déclencher une horde d'autres pensées qui déclenchera à leur tour une horde d'autres pensées et ainsi de suite. Au final, on se perd dans un labyrinthe de pensées qu'on a nous-mêmes construit, mais qu'on ne sait plus comment faire pour en trouver l'issue. Donc, c'est bien l'intensité des pensées qui va faire la différence entre une personne hypersensible et une personne non hypersensible, au-delà des émotions, des sens, de l'empathie, etc., etc. Peut-être d'ailleurs que comme moi, vous vous êtes déjà demandé, mais comment font les autres pour ne penser à rien ? Moi, j'ai l'impression que c'est impossible. Mais concrètement, comment ça se passe quand on a des pensées très foisonnantes ? Ça va se traduire par de nombreuses questions auxquelles vous ne parvenez pas toujours peut-être à répondre, par l'émergence parfois de multiples solutions à tel point qu'il va vous être difficile, voire impossible de prendre des décisions ou de faire des choix. Ça va aussi être l'assaut de pensées émergentes dans toute situation, un peu le petit hamster qui roule, qui tourne dans sa roue. La recherche aussi d'exactitude dans les mots que vous allez employer. Peut-être que comme moi, pour vous, chaque mot a vraiment un sens. Le besoin aussi peut-être de vous mettre en retrait quand vous avez trop de choses en tête. Et c'est le moment peut-être aussi où vous avez l'impression que vous ne pouvez plus du tout capter n'importe quelle information supplémentaire. Et des fois, vous avez peut-être tant de choses en tête que vous n'avez parfois pas assez de temps de cerveau disponible pour analyser tout ça. Et d'ailleurs, il arrive peut-être parfois que certaines pensées, certaines situations vous trottent, comme on l'a vu, des heures, des jours et des semaines dans la tête. On m'a personnellement déjà reproché de tourner en boucle, et je le sais, mais des fois, c'est pas toujours facile de faire autrement. Donc si, comme moi, ça vous arrive de tourner en boucle et de ruminer, de ressasser, je vous propose un petit exercice très très simple et facile à faire, qui est de simplement d'essayer de prendre un peu de recul, de vous demander quand vous êtes en boucle sur une situation, par exemple ici le reproche qu'une amie nous a fait, ça peut être de vous dire ok, qu'est-ce que ça déclenche en moi, déjà corporellement, et là vous faites un scan corporel, qu'est-ce que ça peut déclencher, admettons on va dire le cœur serré ou peut-être même des larmes qui commencent à monter en vous. Quelle émotion est derrière ça? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Et quel est le besoin ou l'envie derrière ça? Peut-être que ça peut être besoin de vous isoler, besoin de parler à votre ami, besoin de dessiner. Là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser votre créativité et d'imaginer plein de possibilités de ce que vous pourriez faire pour répondre à vos besoins et à vos envies. Et ensuite, de passer en mode solution en imaginant en décidant ce que vous allez faire.
Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure quand on était sur les émotions, mais dans le carnet que vous pouvez télécharger à l'URL du bonheur en barre /assemble-ton-puzzle, je vous ai préparé un petit tableau pour justement arriver à comprendre quelle est l'émotion, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, quel est le besoin associé à ça et qu'est-ce que vous décidez de faire pour passer à l'action. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Ensuite, on va voir qu'il y a de nombreux déclencheurs émotionnels. Et d'ailleurs, Bieke Guinnen, qui est une coach néerlandaise, qui a écrit le livre « Être parent et hypersensible », a identifié 9 déclencheurs émotionnels. Les connaître va vraiment vous permettre de vous en préserver, en fait. Donc, de ces 9 déclencheurs de saturation émotionnelle, on a en premier la surcharge sensorielle. Donc, comme on en a parlé au début de cette conférence, le fait d'avoir trop de bruit, trop de choses dans votre champ de vision, peut-être une matière ou porter quelque chose que vous ne supportez pas. On parle très souvent des coutures ou des étiquettes qui grattent. Ça peut être aussi les odeurs, quand vous êtes dans un endroit avec une odeur désagréable, et même un parfum d'ambiance qui parfois peut être insupportable, ou un goût qui ne vous convient pas. Donc la surcharge sensorielle est un véritable déclencheur émotionnel pour les personnes hypersensibles et pour les autres, mais comme les hypersensibles ont des sens plus forts, et ben le déclencheur sera plus rapide à se mettre en place. On a aussi l'incompréhension. Donc le fait de se sentir incompris, mais aussi le fait de ne pas comprendre les autres, peut être très énergivore. L'injustice, comme on en a parlé tout à l'heure pour la colère, l'injustice est quelque chose de très fort chez de nombreux hypersensibles qui ne supportent pas et qui peut déclencher de très très nombreuses émotions chez eux. Ensuite, on a la domination. Le fait de se faire dominer, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse ou professionnelle, ou même tout autre, peut être très énergivore pour les personnes hypersensibles. Les adieux, le fait de dire au revoir. Alors là, je souris puisque je sais que déjà petite, je ne supportais pas de dire au revoir à mes parents et surtout à ma maman, pardon papa, mais quand je partais en colo, donc je pouvais pleurer pendant des heures, je comptais les dodos avant de devoir dire au revoir à ma maman. Et encore aujourd'hui, c'est très difficile pour moi quand je dois dire au revoir, que ce soit à mes amis, à ma famille ou à mon amoureux. Le conflit est aussi un déclencheur émotionnel. Beaucoup d'hypersensibles fuient le conflit parce que c'est trop fort pour eux à vivre. Voilà, donc pour fuir le conflit, ils vont peut-être pas dire ce qu'ils ressentent, ils vont peut-être se forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie ou à dire oui alors qu'ils pensent non, etc., etc. Le stress dans toute situation est aussi un déclencheur d'émotions très fortes, tout comme la critique. Voilà, on en a parlé, je vous ai donné les exemples tout à l'heure on me fait une remarque et j'y réfléchis pendant des heures, mais c'est pas anodin, c'est vraiment le cas. Et les conversations superficielles, comme on l'a vu dans les besoins, les hypersensibles aiment les échanges profonds. Donc les conversations superficielles vont vraiment parfois les fatiguer. Ces déclencheurs émotionnels, je vous les présente non pas pour vous dire que vous les avez tous. L'idée, c'est vraiment que vous repériez celui ou ceux qui sont le plus forts pour vous et de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous en préserver. Ou pour quand vous avez été dans une situation, par exemple, où il y avait un trop-plein d'informations sensorielles, prendre le temps de couper et de vous préserver, peut-être de vous mettre 20 minutes dans un endroit un peu plus calme, sans bruit. J'aime bien l'image des singes dans ce cas-là, où on se masque la bouche, les oreilles et les yeux pour mettre en fait ses sens au repos. Et je vous propose aussi d'identifier quels sont vos déclencheurs émotionnels à vous qui ne sont peut-être pas dans cette liste. Et pour ça, vous pouvez simplement vous demander, ok, moi j'aime bien proposer cet exercice à mes coachés de faire quotidiennement, de se demander qu'est-ce qui, eux, leur a pris de l'énergie dans la journée. Et ça, je vous invite vraiment à le faire quotidiennement
pour voir en fait tout ce qui vous prend de l'énergie et comment vous pourriez peut-être soit vous en préserver, soit ne plus avoir à faire ces choses-là. Donc voilà. On arrive à la troisième partie de cette conférence. Et du coup, l'idée, ça va être vraiment de voir comment vous pouvez composer votre propre mode d'emploi. Pour commencer, je vais vous parler d'une méthode que j'adore, qui est les intelligences et natures multiples. Donc, c'est une méthode qui a été mise au point par deux personnes, donc Howard Gardner et Stephen Rudolph. À la base, les intelligences multiples sont en fait comme nos capacités, nos savoir-faire. Et les natures multiples vont être plus les choses qu'on fait naturellement, nos tendances de comportement. Pourquoi je vous en parle? Alors déjà, c'est un outil qui est très chouette pour trouver une activité professionnelle qui correspond à vous, à votre profil. Et pour ça, en séance, en fait, je fais passer des MN-tests. Donc le MN-test, ça va être d'abord un questionnaire en ligne et ensuite tout un travail de coaching pour auto-évaluer vos intelligences et vos natures multiples. Et ensuite, je rentre toutes ces données dans un logiciel qui va nous transmettre des activités, des tâches et des métiers qui correspondent à votre profil. Comme je dis toujours, ça correspond à votre profil, ça ne veut pas dire que ça vous plaît. C'est comme si on était dans un magasin de vêtements et que je la jouais un peu Christina Cordula à vous dire, voilà, toutes ces robes vont parfaitement à votre morphologie en X, en H ou en Y. Ça ne veut pas dire que vous, toutes ces robes vont vous plaire. Donc là, c'est un peu pareil pour la partie utiliser les intelligences et les natures multiples pour trouver le job qui nous correspond. Mais je vous en parle aussi ici, aujourd'hui, parce que, en fait, toutes ces intelligences et ces natures font partie de vous et de votre personnalité. Certaines, vous les utilisez, vous les exploitez plus que d'autres. Par exemple, personnellement, l'intelligence corporelle brute, chez moi, je l'utilise pas quotidiennement, mais c'est important pour moi de faire du sport 2 à 3 fois par semaine. L'intelligence intrapersonnelle, qui est le fait d'aimer passer du temps seul, d'aimer se poser des questions, d'aimer réfléchir sur soi, sur sa vie, c'est quelque chose qui est très fort pour moi. Et je vous invite à imaginer que toutes ces intelligences et ces natures sont comme des tigres à l'intérieur de vous. Ces tigres vont être plus ou moins gros en fonction de l'importance et de l'utilisation de l'intelligence pour vous. Par exemple, mon tigre intrapersonnel est très gros. Mon tigre interpersonnel est un peu moins gros. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de voir personne tout le temps dans toute ma vie. C'est pas du tout ça. Donc, à vous, déjà dans un premier temps, je vais vous proposer d'évaluer la taille de vos tigres. Et ensuite de vous dire que chaque tigre doit manger à sa faim. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de réfléchir à comment vous faites manger vos tigres. Moi, personnellement, l'intrapersonnel, j'ai choisi de le nourrir en ayant beaucoup de temps avec moi-même. Donc déjà, tous mes lundis, je ne fais pas de rendez-vous parce que c'est vraiment du temps où je recharge mes batteries. Je travaille, mais je travaille à domicile sans rendez-vous. Et ça me permet d'être vraiment plus disponible pour les moments de rendez-vous quand j'exploite mon intelligence interpersonnelle. Sauf que là où je veux attirer votre attention, c'est que les tigres peuvent être en sous-alimentation, peuvent être affamés. Et un tigre affamé va vous faire ressentir peut-être de la frustration ou de la colère. Par exemple, si justement vous êtes comme moi et vous avez besoin de passer parfois du temps avec vous-même, mais que vous avez 3 enfants à la maison en bas âge, que vous avez une activité où vous travaillez en équipe et que vous avez du coup très 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 peu de moments, voire aucun moment seul, vous allez peut-être vous sentir mais à fleur de peau ou très énervé ou très frustré. Et c'est là où en fait,
Ce tigre crie, entre guillemets, famine et a besoin de ce temps pour lui. Un tigre peut aussi être suralimenté. Et dans ce cas-là, vous allez peut-être ressentir du dégoût ou du rejet. Par exemple, un tigre logique, si dans son travail, il doit vraiment faire que travailler sa logique, je pense à un ingénieur. Je ne sais pas pourquoi je pense à un ingénieur, mais on va prendre cet exemple. Un ingénieur qui a beaucoup de travail et qui, pour X ou Y raison, n'a très peu de temps pour faire autre chose, à un moment donné, va peut-être ressentir du dégoût pour tout ça, ça va presque même perdre du sens. Donc, avec le MN-test, on peut identifier la taille de chacun de vos tigres, mais je vous propose et je vous invite vraiment à le faire, vous, avec l'auto-évaluation simplement. En vous observant, vous vous connaissez quand même depuis plusieurs années, et du coup, simplement en vous disant, bon, bah voilà, le sport, par exemple, à quel point c'est important pour moi. La corporelle fine, c'est plutôt la capacité à réaliser des gestes qui vont être précis, minutieux, tout ce qui va être dessin, couture, tricot, etc. L'interpersonnel, c'est le fait d'aimer, d'avoir besoin de passer du temps au contact des autres. La logique, c'est de faire des activités en lien avec la logique, comme des maths, trouver des solutions à des problèmes, mais aussi faire des liens entre les choses. Vous lisez quelque chose, bim, vous allez faire un lien avec une chose que vous avez vue en vidéo, en conférence, en documentaire, etc. La linguistique, c'est le fait d'avoir des capacités pour lire, écrire, apprendre des nouvelles langues. Visuel graphique, c'est la capacité à retranscrire ce que vous avez dans la tête en images. Donc ça peut être par le dessin, ça peut être par la description. La visuelle spatiale, c'est l'aptitude à se repérer dans l'espace, à être capable de ne pas se perdre, même avec Google Maps, et j'ai même envie de dire sans Google Maps. L'intelligence musicale, c'est la capacité et aussi le fait d'aimer jouer d'un instrument, chanter, d'avoir l'oreille musicale aussi. L'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité, la facilité et le besoin de passer du temps seul, comme je vous l'ai dit, de réfléchir à ce qui se passe en nous, à se poser des questions, à se faire un peu des autofeedbacks, à comprendre ses émotions. Et l'intelligence naturaliste, c'est la faculté de connexion avec la faune et la flore. On a aussi donc les natures multiples qui, elles, sont au nombre... Oups, je suis allée un peu trop loin. Qui, elles, sont au nombre de 9 et qui sont nos tendances de comportement. Je vous laisse lire vraiment à votre rythme parce que je pense que depuis tout à l'heure, vous avez déjà sûrement lu en même temps que je parlais. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver votre propre rythme au milieu de tout ça. Et si vous avez, par exemple, une nature créative très forte, eh ben, prenez le temps de créer. Prenez le temps, organisez-vous et que ce soit dans votre travail ou dans votre... dans vos passions, dans vos passe-temps à côté. Pourquoi je vous parle des intelligences et des natures multiples pour le pro aussi? C'est qu'en fait, quand on connaît que une partie de soi, admettons ces intelligences multiples, et je vais prendre l'exemple de si on a une intelligence musicale, et ben comment savoir si on peut être prof de chant ou plutôt musicothérapeute ou plutôt rockstar. Ces trois métiers qui sont complètement différents et par le biais des natures multiples, eh ben, on pourra plutôt s'orienter vers un choix ou un autre choix qui nous correspond le plus. Pour rester sur cette sphère un peu professionnelle, on a l'ikigai qui est un très chouette outil aussi pour trouver ce qu'on veut faire. Donc l'ikigai, c'est une méthode qui nous vient du Japon, de l'île d'Okinawa plus précisément. Et c'est vraiment un outil qui va... Moi, je trouve que ça nous donne un peu toutes les facettes de notre personnalité avec ce que vous aimez faire, ce que vous aimez dans la vie, vos centres d'intérêt, vos sujets préférés. Avec aussi ce pourquoi vous êtes doué. Alors là, ça va plutôt être vos compétences, vos qualités humaines, vos savoir-faire, vos potentiels. Et ce qui est naturel pour vous, qui n'est pas forcément pour d'autres.
Ensuite, on a la sphère, ce dont le monde a besoin. Là, on est plus dans ce qui a du sens pour vous, ce qui est important, peut-être les causes auxquelles vous aimeriez contribuer. Et ensuite, on a ce pourquoi vous pourriez être payé, parce que l'ikigai est un outil qui va vous permettre de trouver une activité qui combine toutes les facettes de votre personnalité. Et pourquoi j'aime beaucoup cet outil aussi pour les hypersensibles? Parce que je sais que les hypersensibles, par exemple, travailler dans un open space, c'est très énergivore pour eux et c'est très inconfortable. Donc, dans cette facette un peu de vocation, on va prendre en compte le mode de vie auquel chacun aspire. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant parce que si vous êtes une personne qui avait envie de voyager beaucoup ou à l'inverse d'être très sédentaire, eh ben, vous ferez peut-être pas le même métier qu'une autre personne. Donc, toutes ces notions, toutes ces facettes sont vraiment très chouettes à prendre en compte quand vous faites votre ikigai. N'hésitez pas à le faire si vous en avez envie, en listant donc tout ce que vous aimez, tous vos centres d'intérêt. Vous pouvez aussi vous demander ce que vous aimiez faire, ce que vous auriez voulu faire quand vous étiez petit, tout ce qui vous donne de l'énergie. Listez tout ce que vous savez faire, tous vos savoir-faire, toutes vos compétences, toutes vos qualités humaines. Listez les causes qui sont importantes pour vous et sortez de tout ça des notions qui vont être la passion, donc vos centres d'intérêt vraiment plus, la profession, donc il y a un mix entre ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pourriez être rémunéré. Là, c'est vraiment le métier le ou les métiers qui pourraient vous correspondre. La mission, on va plutôt être dans le verbe d'action. Le rôle que vous vous donnez à vous-même. Par exemple, ma mission aujourd'hui, c'est de vous aider à comprendre votre propre mode d'emploi. Et la vocation, c'est le mode de vie auquel vous aspirez. Donc, pour ma part, dans la vocation, il y a le fait de travailler à mon compte, de travailler à mon rythme, de travailler parfois dans un cabinet, parfois à la maison, vraiment d'avoir cette polyvalence. Donc voilà pour l'outil de l'ikigai que je vous propose vraiment de réaliser pour trouver votre propre job idéal, peut-être de le créer. N'hésitez pas, si vous avez envie, on peut le faire également en séance. Et ensuite, avant de terminer cette conférence, je voulais vraiment vous parler de votre rythme à vous, de votre rythme naturel. Alors déjà, il y a l'outil des chronotypes qui peut vous permettre de trouver votre rythme. Le chronotype, c'est savoir si vous êtes plutôt du matin, du soir. Et il y a le site réseau-morphée.fr qui propose pour ça un questionnaire pour comprendre un peu et décrypter votre chronotype. Au-delà du questionnaire, je vous invite vraiment à vous observer et à voir à quel moment de la journée vous avez plus ou moins d'énergie et ensuite, si possible, à vous organiser pour mettre les activités les plus énergivores dans les phases où vous êtes le plus énergique, bien sûr. Mais au-delà de ça, on a aussi, pour nous, les femmes, le cycle menstruel qui peut vous aider à trouver votre propre rythme. Alors, le cycle menstruel, donc c'est votre cycle en fonction de vos règles. Je vais utiliser la métaphore des saisons pour que vous puissiez vous y retrouver un peu. Le cycle menstruel commence par l'hiver avec l'arrivée de vos règles. L'hiver, c'est une phase où très généralement, je dis très généralement, mais vraiment encore une fois, observez-vous parce que ça ne marche pas pareil chez toutes les femmes. Mais généralement, l'hiver, c'est une phase où on est quand même plus fatigué parce qu'avoir nos règles nous prend quand même beaucoup d'énergie. Et c'est une phase où on peut aussi avoir envie d'être un peu en lien avec nous-mêmes. Peut-être que c'est une phase où on n'a pas envie de voir trop de gens. Donc n'hésitez pas, si c'est ce que vous ressentez, à prendre le temps d'être plutôt avec vous-même, de vous
de vous reposer. C'est vraiment d'ailleurs du repos qu'on double parce que la phase de printemps, donc qui est après les règles, c'est une phase où on a vraiment une remontée d'hormones et c'est une phase où on se sent souvent très énergique. Je dis souvent, encore une fois, parce qu'il y a des personnes pour qui ça ne fonctionne pas pareil. Donc remontée d'énergie et on a envie de faire plein de choses. C'est le moment personnellement où j'aime bien, je dis défoncer de la to-do list parce que c'est vraiment le cas. J'ai l'impression que je fais les choses assez vite, assez rapidement et c'est très agréable. L'été, c'est la phase d'ovulation. Donc c'est souvent une phase où on est très tourné vers les autres, parfois un peu dans la séduction, où on a envie en tout cas de passer du temps avec nos amis, avec les gens qu'on aime, peut-être des moments où c'est moins énergivore pour vous d'être avec d'autres personnes. Donc n'hésitez pas dans ce cas à le faire. Et l'automne, c'est la phase donc après l'ovulation et avant nos règles, c'est ce fameux syndrome prémenstruel, ce SPM, où vous pouvez peut-être avoir la sensation d'avoir comme un filtre qui vous fait voir tout en noir. C'est un peu le cas. Et du coup, voilà, c'est aussi un moment où on n'a pas forcément envie d'être avec d'autres personnes, besoin de créer, de se retrouver, etc. Donc, le cycle menstruel peut vous permettre de vous organiser aussi en fonction de votre rythme et peut-être d'avoir des moments où vous êtes plus avec des gens, peut-être des moments moins. Et c'est pas grave, c'est tout simplement le fait de s'écouter, d'écouter son rythme, tout comme on peut écouter son chronotype. Les hommes n'ont pas de cycle menstruel, mais les hommes ont aussi un cycle qui, lui, est un cycle plutôt journalier. Donc ça, c'est un cycle nyctéméral de comment ça s'appelle et qui va plutôt être basé sur le côté jour-nuit. Donc je m'explique. Très souvent, les hommes ont un pic de testostérone le matin au réveil et c'est le moment où ils vont être le plus énergiques, le plus concentrés. Voilà. Ensuite, l'après-midi, ils ont une baisse de la testostérone, une diminution, et ils vont peut-être se sentir plus calmes. Ça ne veut pas dire qu'ils seront incapables de faire quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas, mais en tout cas, ils auront peut-être besoin de faire des activités qui sont moins énergivores, qui demandent peut-être moins de concentration. Et le soir, donc il y a une chute de la testostérone. Donc s'ils peuvent, entre guillemets, s'être reposés ou faire des choses moins énergivores le soir, c'est mieux pour eux. Et s'ils n'ont pas eu le temps de se reposer, peut-être qu'ils vont se sentir complètement passifs, qu'ils n'auront plus aucune énergie pour rien le soir. L'idée, c'est vraiment, voilà, encore une fois, de vous observer, de trouver votre propre rythme. L'organisation, c'est quelque chose qui peut en plus varier au fil de notre vie, de nos activités. Donc, tout est une question d'observation. Voilà, j'arrive un peu à l'issue de cette conférence. Donc, si je dois faire une petite conclusion pour trouver votre mode d'emploi, au-delà de l'observation, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est déjà d'écouter les signaux corporels, les signaux émotionnels et les signaux sensoriels que votre cerveau, vos sens vous envoient. C'est aussi d'apprendre à vous préserver, d'apprendre à comprendre ce qui déclenche pour vous des émotions ou des sensations et d'apprendre à vous préserver de tout ça quand il y en a besoin. De trouver le job qui vous correspond, mais au-delà du job, de trouver vraiment les activités, le rythme qui vous correspond à vous vraiment. Et de mettre en place peut-être des routines, qu'elles soient quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, pour vous y retrouver. Si je dois vous donner des exemples, personnellement, moi je sais que voilà, j'ai beaucoup de mal à me poser, à me connecter à mon corps. Donc si je mets un cours de yoga dans la semaine, par exemple, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'avoir ce temps un peu de repos. Toute seule, j'ai du mal. Ça peut être aussi de vous réveiller sans réveil, mettre le réveil le plus tard entre guillemets possible pour avoir un cycle de sommeil le plus naturel possible. Ça peut être d'avoir un temps d'étirement, de lecture, de tirage de cartes oracle. Vraiment, l'idée, c'est d'adapter votre métier, votre rythme à vos
contraintes, d'adapter votre vie à votre métier et vos contraintes de vie. Voilà, nous pouvons justement apprendre à n'importe quel âge, savoir qui on est et comment on fonctionne. Et c'est vraiment ce que je veux transmettre dans mes accompagnements, dans mes livres, dans mes épisodes de podcast. Et voilà, comme j'ai pu vous le dire au départ, l'hypersensibilité a vraiment pour moi été la première pièce du puzzle qui m'a permis de comprendre mes émotions, mes besoins, de comprendre les messages de mon corps, de repérer les déclencheurs, de comprendre aussi un peu ma personnalité, ce qui était important pour moi, les tigres qui ont besoin de plus manger, entre guillemets, que d'autres, et de trouver mon propre rythme. Et c'est ce que je vous invite à faire. Et du coup, vraiment, je vous propose de télécharger le carnet d'exercices où je vous ai préparé des petits exercices sur la sensibilité, sur les émotions, sur vos tigres, sur l'ikigai. Pour vous aider à trouver votre propre mode d'emploi. Donc, inscrivez-vous sur l'URL dubonheurembarque.com/assemble-ton-puzzle, ou scannez le QR code suivant. Vous recevrez par la suite le replay de cette conférence et le carnet d'exercices. Et vous pouvez retrouver aussi un peu tout ce que je transmets. Donc, comme je le disais, via mes différents livres, donc Hypersensible, mode d'emploi qui traite beaucoup d'hypersensibilité. Le bonheur Ikigai, où là, on est beaucoup plus dans trouver votre Ikigai en autonomie avec le livre. Et j'ai créé aussi 2 autres livres, dont Du bonheur en barre, la recette, où là, c'est vraiment un condensé de méthodes de développement personnel avec à chaque fois une illustration et son explication à côté. Et les bases du bonheur en barre, qui sont vraiment les bases du développement personnel pour se reconnecter à soi et reprendre confiance en soi. Vous pouvez retrouver aussi un épisode de podcast un mardi sur 2 sur le podcast Les Sensibles. Et avant de vous laisser, je voulais vraiment déjà vous remercier pour votre écoute. Vraiment, j'espère que cette conférence atelier vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Instagram, comme je le disais, sur le compte Instagram du Bonheur en Barre, ou par mail à sophie@dubonheurenbarre.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je remercie à nouveau toute l'équipe de l'Observatoire pour cette merveilleuse semaine des plus instructives. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, selon quand vous écoutez cette conférence et ce replay. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.